Tu me Seul non, j'ai demandé. Ouais. Bon, donc, on accueille Romain Lefer, professeur émérite d'HEC pour cette conférence. Donc, on le remercie vivement d'être ici parmi nous pour dire quelques mots, quelques références parmi d'autres que je vais passer sous silence. Son livre fondateur, coécrit sur le management public, gestion et légitimité, Le prince bureaucrate qui a suivi ça, donc dans les années 80. Et il a également participé à quelque chose qui nous intéresse peut-être d'un peu plus près à l'SPSG, aux nouvelles fondations des sciences de gestion, avec Juel, Pierre David. Et Romain Lefer est principalement connu pour ses travaux sur la nature rhétorique, on va dire, voire sophistique, du marketing et du management contemporain. Je le cite de mémoire, aujourd'hui gérer, c'est légitimer. Voilà, donc je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Alors je remercie les organisateurs, et en particulier Baptiste, de son invitation et de sa présentation. Et donc je vais commencer cet exposé, n'étant donc ni philosophe, ni encore moins spécialiste de philosophie antique. Je suppose que ma présence ici, effectivement, est due à la thèse développée avec Catherine Paradès, une sociologue, en 1982, dans un ouvrage qui s'appelait Le prince bureaucrate, et qui avait comme sous-titre Machiavel au pays du marketing. La thèse pouvait se résumer en une phrase, le marketing. Qu'est-ce que je fais là? Vous voyez? Excusez-moi. Oui, c'est ça, j'ai oublié de dire ça. Le marketing est la forme moderne, bureaucratique de la sophistique. Donc ça, c'était la thèse. Donc effectivement, ça colle avec la question de management et philosophie antique. Mais je dois dire que cette thèse, je l'avais déjà développée dans le premier colloque de la Société de philosophie et de sciences de gestion, et ça a été publié dans le premier volume. Et donc, ça, ce serait la justification, mais vous voyez, c'est déjà des choses anciennes, 82, reprises aujourd'hui. Donc, j'espère que je ne vais pas simplement répéter une fois de plus. Il faut de la patience. La pédagogie, c'est la répétition. Mais vous voyez que ce serait un peu triste. Alors, ça, première chose, probablement, je suis là à cause de cette thèse. Je me suis intéressé aussi à la construction du colloque, avec la première journée qui est bien symétrique, puisqu'on a un philosophe et un gestionnaire. Donc, je suis rassuré, je suis bien à la place du gestionnaire. Et je me suis informé, j'ai regardé, lu en grande partie le dernier ouvrage d'Olivier Rey, qui s'appelle Question de taille. Et vous verrez que cette question, à la fois de la taille et du nombre, est très présente, évidemment, dans mon exposé. Donc de ces deux points de vue, ça devrait coller. Ou du moins, ce serait possible. Alors, parler de pragmatisme de façon purement théorique a quelque chose de paradoxal. Surtout pour un professeur de management. Aussi, j'ai pensé préférable de poser la question par rapport à des enjeux concrets, en l'occurrence la réception de la thèse ci-dessus, et du dispositif qui l'accompagnait relatif à la notion de légitimité, de système de légitimité, d'histoire du système de légitimité. Et à juger par les conséquences, depuis, en quelque sorte, il semble que le pragmatisme le pragmatisme, ça consiste à juger une chose par ses conséquences. Et si je regarde les conséquences de cette publication, là, ça a été pour le moins ambivalent. Et c'est tout à fait, puisque d'un côté, il y a des aspects très positifs, tout du long. Le dernier, le plus étonnant, parce que ça nous est arrivé à Catherine et à moi il y a 3 semaines, c'est d'apprendre que la traduction en américain du Prince bureaucrate qui avait été faite en 89, Transaction Books, ils le ressortent en paperback cette année, 25 ans après, sans nous en parler. Donc bon, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise réception. Et en même temps, c'est absolument fascinant
de voir à quel point ça n'a jamais été repris. Je dois dire, vous pouvez prendre la littérature, je veux dire, en marketing, en France, en Amérique, etc., d'essayer de voir quelque part où on dit le marketing c'est la forme moderne de la sophistique. Je crois que faut être un très bon chercheur pour trouver des traces. C'est quand même fantastique. Parce que ou bien c'est vrai, ou bien c'est faux. Si c'est vrai, on pourrait penser qu'il devrait y avoir au minimum quelques références. C'est très évité, partout, à peu près partout, et évidemment en philosophie aussi. Alors que même en philosophie, ça a été relativement bien reçu à certains égards. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment l'ambivalence. Alors, la question, il doit y avoir quelque chose d'imprudent dans le fait de parler de sophistique. C'est ça, dans le cadre, en particulier, de la philosophie. Et c'est lié à la condamnation de la sophistique depuis l'Antiquité par les deux grands fondateurs de la philosophie classique, Platon et Aristote. Dans le contexte du management, dont on attend une attitude pragmatique et prudente, eh bien, c'est pas non plus très prudent de parler de sophistique, puisque, apparemment, c'est un peu risqué. Et que dire du fait de parler de sophistique dans un colloque qui est consacré à la fois à la philosophie et à la science de gestion. C'est donc, je suis en situation a priori inconfortable. Et je remercie d'autant plus Baptiste de m'avoir invité, et ce qui représente le côté positif de l'ambivalence. Et tout à fait positif. Alors, comme pour pouvoir continuer ma présentation dans de bonnes conditions, je vais mettre sous la protection de deux citations d'un auteur canonique de la tradition pragmatique américaine, à savoir John Dewey. La première consiste dans The Quest for Certainty. C'est l'homme qui vit dans un monde de hasard et doit rechercher la certitude. Donc The Quest for Certainty, la recherche de la certitude. Apparemment, la sophistique, évidemment, de ce point de vue-là, même si on vit dans un monde de hasard, n'est pas rassurant, puisqu'on veut la certitude, et la sophistique ne le fournit pas. Entre parenthèses, la grande phrase du marketing, c'est « il n'y a pas de bonne solution », qui est strictement, je dirais, la réponse sophistique classique. Il n'y a pas de bonne solution. On peut dire une chose et son contraire, à peu près. Bon, la deuxième phrase, donc la première explique sans doute les raisons pour lesquelles il paraît plus raisonnable d'écarter la notion de sophistique. La deuxième permet peut-être de penser les raisons pour lesquelles il n'est pas indécent désormais d'en parler. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe entre le temps et le caractère décent ou indécent. Et c'est ce que dit dans Common Faith, la foi commune, Dewey, quand il dit le problème de la relation entre les relations sociales et les institutions dominantes à un moment donné est un des problèmes les plus intriqués, les plus compliqués de l'enquête sociale. Et je dirais que dans ce que j'ai essayé de faire, eh bien c'est ce problème très intriqué auquel j'ai été confronté avec succès ou avec échec. Donc de ces deux points de vue, je dirais, ça peut avoir un rapport avec le pragmatisme. À cela, j'ajouterais volontiers que John Dewey exprime une attitude explicitement favorable vis-à-vis de la sophistique, dans un de ses grands ouvrages, qui est la reconstruction en philosophie, même si ce passage est relativement peu cité, y compris par Rorty quand il l'introduit en France en disant que c'est le plus grand livre de Dewey, mais pas un mot. Et quand vous regardez Rorty sur la sophistique, il n'y a rien. Il n'y a rien, sauf une accusation, pas une diatribe, mais une note contre Feyerabend, disant vraiment c'est exagéré. C'est ce que j'ai trouvé. Bien, alors, comment commencer? Alors, je dirais... Pardon. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est un parcours. Et vous voyez que c'est un parcours, puisque c'est 33 ans, c'est un peu long, et donc il y a un parcours que je vais prendre en différentes étapes. D'abord, la thèse, de quelle thèse il s'agit, quand même, la répéter. Pourquoi c'est imprudent, c'est-à-dire le rapport entre, est-ce que c'est de la sophistique, est-ce que c'est de la rhétorique, comment ça se positionne. Platon et Aristote et les critères de différence entre rhétorique et sophistique. Ensuite, la confrontation entre le marketing et la sophistique, et là on verra que c'est vraiment la question de la taille, on l'aura déjà vu avant, qui est le problème majeur. Ensuite, la question du système de légitimité, c'est les points 5 et 6, et puis droit et souveraineté et prudence, donc ce sera plus la question de la prudence, et puis, enfin, en conclusion,
une réflexion sur Castoriadis et la Grèce. Bon, alors comme c'est très long, vous m'excuserez que je ne veux pas être trop long, il y a une montre là, oui, je voudrais, ça j'irai très vite. C'est des choses qui ont été développées par écrit, etc. Évidemment, je reviendrai dessus si jamais il y a des questions, mais vous m'excuserez, là j'essaierai de cavaler de manière à pouvoir aller jusqu'au bout sur les points peut-être les plus importants, mais les plus adéquats au moment, c'est des choses qui traitent plutôt de la philosophie antique. Alors, je vais aussi, là, le marketing et la forme moderne, ça consistait à dire, à l'époque, on avait commencé avec un avant-propos qui s'appelait « Nouveaux philosophes, nouvelles invectives », et ça consistait à partir du fait que les nouveaux philosophes s'envoyaient à la tête l'idée « vous n'êtes pas un philosophe, vous faites du marketing ». D'où l'idée, c'est donc une insulte, c'est donc la pire insulte qu'on puisse se faire quand on est philosophe. Et quelle était la pire insulte avant? C'est que vous êtes un sophiste. Mais est-ce que ce n'est pas la même insulte? C'est comme ça qu'on était parti dans le prince bureaucrate. Et effectivement, c'est les mêmes reproches. Alors je vais vite, on pourra revenir dessus. Premièrement, il ne croit qu'à l'apparence. Et donc, et pas à la vérité. Donc là, c'est le péché radical. Ce sont des mercenaires. Comment voulez-vous croire des gens qui vendent leurs services? Ils vont dire A est vrai si A les paye, B est vrai si B les paye. Donc c'est pas fiable. Ce sont des techniciens qui détruisent la culture. C'est-à-dire qu'ils utilisent, la culture est pour eux un outil à utiliser, puisque c'est ce dans quoi les gens sont aliénés, c'est donc ce que l'on peut agiter pour obtenir un comportement désiré, et souvent, par exemple, ils cherchent le scandale pour attirer l'attention. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de limite au scandale qu'ils suscitent pour attirer l'attention, ce qui est fondamental, puisque la première étape de la rhétorique, c'est attirer l'attention. La polymathie, enfin, tout ça, c'est les reproches classiques qu'on trouve là. La polymathie, c'est une seule technique pour tout. Alors, dans l'ancien temps, c'était la rhétorique. Avec la rhétorique, je vous convainc le conseil d'Athènes, je vous gagne un procès, j'acquiers la faveur des foules, etc. Et aujourd'hui, c'est avec le marketing. Je vends un produit, je vends un service, je vends la politique, je vends la science, je vends l'église, tout est l'université, bien sûr, tout est marketing. Alors ça, c'était la polymathie, c'était un grand reproche, je vous dis que ce n'est pas des spécialistes. C'est des spécialistes de tout. Et dernier point, c'est les étrangers. Parce que, si vous voulez, Protagoras d'Abdère, Gorgias de Syracuse et Platon étaient un vieil athénien. Et on leur reprochait d'être des étrangers. Alors on nous dirait, et on reproche au marketing d'être américain. Alors évidemment, l'objection c'était, mais en Amérique, ah ouais, sauf qu'en Amérique, tout le monde est étranger, puisque ce n'est pas les Indiens d'Amérique qui ont inventé le marketing. Et que c'est un pays d'immigration. Donc tout va bien. Bon. Alors, de manière positive, pour parler pas simplement en termes de reproches, sont des techniques d'action. Vous voyez, là, on est dans le pragmatisme. Et pour une technique d'action, il y a 3 critères. Ça, c'est, enfin, il faut une méthode de connaissance, il faut un moyen d'action et un but. Alors, pour la sophistique, le moyen de connaissance, on peut appeler ça l'empirisme subjectif, c'est l'opinion. Le seul savoir qu'on peut avoir, c'est un savoir d'opinion. L'homme est la mesure de toute chose. Bon, et donc, le moyen d'action, c'est la rhétorique, justement, on pourrait dire la communication persuasive, et le but, c'est le succès. C'est un pragmatisme radical. Ça veut dire, le succès de quoi? Mais ce que vous voulez, mais le succès. Je ne développe pas plus. Alors, la différence avec le marketing, c'est justement la bureaucratie, c'est une question de taille. L'opinion, quand il s'agit de parler à une foule, vous n'avez pas besoin de la mesurer. Quand c'est une foule dispersée, vous faites des sondages d'opinion. Vous faites du quantitatif. La rhétorique, c'est des discours de ce genre. Quand vous avez les masses médias, vous avez le unique selling proposition. Donc vous avez une contrainte des médias. Bon, maintenant il y a l'Internet, mais je veux dire, c'est donc les masses médias, ou Internet qui communique avec tout le monde aussi, qui changent tout. Les masses médias. On peut dire que la notion de masse, donc de taille, est importante. Et le succès, c'est la cybernétique. Je m'en rejoins la préoccupation de Baptiste. Pourquoi la cybernétique? Parce que ce n'est pas celui qui agit, ce n'est pas une personne, c'est une entité, c'est un sous-système. C'est l'entreprise, etc. Quand je faisais cours, je me souviens du chef de produit Mon Savon qui venait dans la salle de classe et disait quand je suis sur Mon Savon, je suis Mon Savon. Et c'était tout à fait juste du point de vue rhétorique et de la syntaxe. Alors,
Deuxième point, imprudence. Sophistique ou rhétorique, puisque finalement, ça n'a pas été adopté. Donc, c'est qu'il y avait une réticence. Hein. Et est-ce que je m'étais trompé? Est-ce que j'aurais pas dû parler de rhétorique et pas de sophistique? Et effectivement, il y a un problème. C'est que si on regarde dans l'Antiquité, si je considère Platon, Aristote et les sophistes, en fait, on a trois positions possibles. On a, suivant qu'on est positif pour les sophistes ou négatif, positif pour la rhétorique ou négatif. Platon est contre la rhétorique et la sophistique. Et il est contre la sophistique, il est contre la rhétorique, sauf dans deux cas qui sont les préludes et, comme il dit, la rhétorique est capable de convaincre les dieux eux-mêmes. Hein, ça, mais c'est donc une restriction très forte de la rhétorique. Les préludes, c'est plus intéressant, mais c'est plus proche, mais quand même, c'est très limité. Les sophistes, évidemment, sont pour la sophistique, pour la rhétorique, ça ne pose pas de problème. Aristote, lui, il a une position très différente. Non seulement il n'est pas contre la rhétorique, mais il écrit une rhétorique, et j'ai envie de dire, sans lui faire de publicité, c'est probablement la meilleure rhétorique dont on dispose. Elle est très claire, très nette, et admirablement argumentée. Excusez-moi de faire un commentaire pour quelqu'un qui n'en a pas besoin, hein, mais ça m'a été très utile. Je préfère lire franchement la rhétorique d'Aristote que des rhétoriques plus contemporaines. On va beaucoup plus au fait. Alors voilà, ça c'est Aristote. Mais lui, il est contre la sophistique. Non seulement il est contre la sophistique, mais il est très contre la sophistique. Alors j'ai un ami helléniste, lui, Michel Narcy, qui a, dans un article qui s'appelle Le coup d'Aristote, montre justement la violence extraordinaire d'Aristote contre les sophistes, disant il ne faut même pas leur parler. Vous voyez donc la raison pour laquelle la sophistique est vraiment tenue à l'écart. Ce sont pas des, c'est même pas des animaux, c'est des plantes. Enfin, c'est vraiment des gens qui ne sont pas dans le genre humain. Il ne faut pas leur parler. Probablement, il est d'autant plus violent contre la sophistique qu'il est favorable à la rhétorique. Hein, alors que Platon, qui est hostile à la rhétorique, n'est pas gêné pour parler toute sa vie avec les sophistes. Mais il au moins de risque, puisqu'il sera contre tout. Alors qu'Aristote, il a besoin de faire une distinction forte et claire. Bon, donc la question c'est, est-ce que c'est sophistique ou rhétorique que j'aurais dû dire? Donc la rhétorique et la sophistique, suivant Platon. Si on va le Gorgias, je vais simplement vous montrer ça. Gorgias distingue très clairement, c'est un passage très intéressant, ce qu'il appelle l'art, la technique et la science. Enfin, ce qui est du côté de l'art, de la technique et de la science, et ce qui est du côté des routines, de la falsification et de la simulation. Alors, il y a ce qui concerne le corps et ce qui concerne l'âme. Ce qui concerne le corps, c'est la médecine et la gymnastique du côté des sciences, de la technique réelle. Et du côté de la routine, c'est la cuisine. Autrement dit, le médecin, c'est celui qui sait ce qui est bon pour vous. Le cuisinier, c'est celui qui vous donne ce que vous trouvez bon, hein, ce qui vous fait plaisir. Et de même, la gymnastique, c'est ce qui vous rend beau. La cosmétique, c'est ce qui vous fait avoir l'air beau. Bon. Donc voilà, c'est très clair et très net. Très utile en marketing, d'ailleurs. On fait des bons business avec ça. Le business non platonicien. Alors, du côté de l'âme, ça nous intéresse peut-être encore plus, il distingue, c'est formidable, la justice et la législation. Et alors, il dit, la rhétorique est à la justice ce que la sophistique est à la législation. Bon. Alors, j'ai essayé d'interpréter ça en disant, bon, la rhétorique est à la justice, bon, à la limite, et donc c'est les deux parties, et la sophistique à la législation. En quoi la sophistique peut-elle ressembler à la législation? Je me suis dit que ça mime, puisque ça mime la législation, comme l'autre mime la justice, comment mimer la législation? Eh bien, par une proposition universelle, qui est tout est rhétorique. Donc, le fait de dire tout est rhétorique, c'est la proposition sophistique qui fait loi, en quelque sorte. Et donc, dire que le marketing est la sophistique, c'est dire qu'on est dans une époque, on serait dans une époque où tout est rhétorique. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui protesteraient en disant mais il y a de la science, mais il y a de la technique, mais il y a autre chose. Si on regarde le monde moderne, vous voyez bien que l'opposition entre le point de vue de l'ingénieur, du producteur et le point de vue du vendeur colle tout à fait. Il y a celui qui dit ce qui est bon pour vous, qui est l'ingénieur, et puis l'autre, le marketeur, qui arrive et qui dit mais vous ne comprenez pas, ce qu'il faut, c'est leur donner ce qu'ils trouvent bon. Sinon, ils ne l'achèteront pas. Tous les bouquins de marketing commencent par, et c'est tout à fait exceptionnel, par un conflit. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de disciplines qui commencent comme ça par un conflit entre le point de vue du vendeur et le point de vue du producteur. Bon, donc là on voit la position Alors du côté d'Aristote, comment différencier une rhétorique aristotélicienne d'une rhétorique sophistique, ce qui serait une autre manière de poser la question.
Alors là, je propose la chose suivante. Il me semble que pour analyser une rhétorique, ou un acte rhétorique, on peut distinguer 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la technique rhétorique, c'est-à-dire la façon dont on parle, dont on développe les arguments. Et puis, il y a les présupposés de cette rhétorique. Ça correspondra à ce que Aristote appelle les genres rhétoriques. Alors, on voit bien que entre présupposés de la rhétorique et technique rhétorique, il y a un technicien rhétorique, hein, c'est bien la technique, il y a une dualité. C'est-à-dire que je ne peux pas exercer une technique rhétorique si je ne fonctionne pas dans des présupposés. Il faut que A parle à B. Il faut qu'il parle dans un certain langage, etc. Donc il y a une dualité. Hein. Tout acte rhétorique suppose des présupposés, et ces présupposés permettent cet acte. D'accord? C'est quasiment tautologique. C'est deux faces du même acte. Par contre, il y a une chose qui est très importante, c'est est-ce que ces présupposés ont un fondement? Si ces présupposés, autrement dit, sinon, et là on a la grande distinction, si la valeur de l'action tient uniquement dans la réussite, hein, pragmatisme radical, donc la valeur des présupposés est liée à leur réussite. À ce moment-là, on est dans la sophistique. À mon avis, enfin, je proposerais qu'on est dans la sophistique. Si par contre il y a des fondements aux présupposés, alors on est dans une rhétorique non sophiste. Hein. Par exemple, l'écrivain qui n'est pas lu, pour un sophiste, c'est pas un écrivain. Pour un écrivain, ça l'est, dans la mesure où il pense que c'est un livre. D'accord? Et qu'il a des conditions, des raisons de se fonder, de penser que c'est effectivement un livre ou un écrit. D'accord? Voilà. Donc ça c'est. Alors du coup, on voit que la rhétorique sophistique s'oppose à la rhétorique aristotélicienne de cette façon. Alors, pour aller, si je continue un peu, la défense de la rhétorique par Aristote est très intéressante, parce qu'évidemment, elle fait écho à l'attaque de Platon. Il dit, si maintenant on objecte que l'homme pourrait faire beaucoup de mal en recourant injustement à la puissance de la parole, on peut dire tout temps que ce qui est bon, la vertu, excepté, et principalement tout ce qui est utile, comme par exemple la force, la santé, la justice, la richesse, le commandement militaire, car ce sont les moyens d'action dont l'application juste peut rendre de bons services, et l'application injuste faire beaucoup de mal. Autrement dit, une technique, c'est pas en soi bien ou mal, et donc il ne faut pas accuser une rhétorique parce qu'elle peut faire du mal, il faut en faire un bon usage. Donc, et vous voyez qu'il prend les exemples de la médecine, etc., ça fait écho au Gorgias. Et il dit, il est donc évident que la rhétorique n'appartient pas à un seul genre déterminé, mais qu'elle opère comme la dialectique et qu'elle est utile. Donc il y a plusieurs genres, et ces genres rhétoriques, dans la rhétorique, justement, au tout début, il y a 3 genres rhétoriques, le juridique, le délibératif et l'épidictique, et un genre est caractérisé par, et ça c'est vrai, enfin, je crois ne pas me tromper, c'est ce que dit Aristote, les acteurs, donc dans le cas juridique, c'est le plaignant, le défendeur, l'avocat, le lieu, la cour, le but, il s'agit de gagner le procès, et la question en jeu, c'est le juste et l'injuste. Vous voyez, et pareil pour le délibératif, où là c'est l'utile et l'inutile, et l'épidictique, où l'enjeu, c'est proclamer l'importance des valeurs communes hein, dans l'agora, et le critère, c'est le bon et le laid. Je vais vite, hein, je reviendrai si vous voulez, parce que le but, c'est vraiment de faire un parcours. Mais le marketing, ça marche très bien, comme genre, puisque il y a un vendeur, un acheteur, il y a des compétiteurs et des prescripteurs, si on veut, voilà les acteurs. Il y a un lieu, c'est le marché, pas l'agora au sens de place du marché, mais le marché au sens de marché moderne. Le but, c'est l'achat ou la vente. Et la question en jeu, c'est la valeur des biens et des services. Bon, oui, c'est relativement simple. Donc, a priori, donc le marketing peut exister comme rhétorique aristotélicienne, comme genre. Donc, est-ce que j'ai pas eu tort de parler de sophistique et pas de rhétorique hein? Effectivement, c'est une question, toutes les questions que j'ai pu me poser. Mais justement, ce qui est très fantastique chez Aristote, si j'ose dire, en tout cas je le remercie, c'est qu'il remarque très tôt qu'il n'y a aucune différence technique entre la rhétorique sophistique et la rhétorique non sophistique. Donc, de ce point de vue-là, le fait de parler de sophistique ou de rhétorique du point de vue de la technique, ça ne change rien du point de vue de la description de la technique. C'est déjà quelque chose. Mais son fait n'étant pas autant de persuader que de voir l'état probable des choses par rapport à chaque question, ce qui a lieu pareillement dans tous les autres arts. Ainsi, le propre de la médecine, on retrouve le coup de la médecine, n'est pas de donner la santé, mais plutôt d'agir en vue de ce résultat, autant qu'il est en elle, car il peut arriver que des gens incapables de jouir d'une bonne santé reçoivent cependant des soins efficaces. Vous voyez que... bon. Alors, et il dit, si le syllogisme, qui est le cœur du raisonnement le plus solide en quelque sorte, devient sophistique, c'est-à-dire anti-même,
d'ailleurs syllogisme incomplet, ce n'est pas en puissance, c'est donc pas, mais par l'intention qu'on y met. Autrement dit, ce qui différencie, alors là c'est la traduction, c'est l'intention qu'on y met, c'est l'orientation de vie. Donc ce qui est en cause, c'est la personne, c'est le sophiste en quelque sorte. Donc on serait sophiste ou rhétorique en fonction de son orientation de vie. Mais alors, sophiste contre le non-sophiste. Alors justement, on pourrait prendre comme exemple, peut-être un peu magnifié, du non-sophiste, le prudent, la prudence. Justement, la prudence ou sagesse pratique n'est pas définie par rapport à une référence stable à laquelle les hommes choisissent de se conformer ou non. Au contraire, c'est l'homme, on l'a déjà dit, par ses choix manifestes, qui manifeste sa capacité à faire des bons choix. Donc et de ce point de vue, en matière de choix pratiques, on pourrait dire que pour Aristote, comme pour les sophistes, c'est l'homme qui est la mesure de toute chose, hein, c'est la phrase de Protagoras. Mais évidemment, pour Protagoras, c'est tout homme, alors que pour Aristote, c'est le prudent. Donc, pour chercher la prudence, il faut chercher le prudent. Alors, la question est de savoir maintenant qu'est-ce qui rend la prudence possible, ou plutôt, puisque c'est le prudent qui est garant de la prudence, comment on devient prudent. Et alors que pour le sophisme, donc tout homme est de manière égale, démocratique, je dirais, à la mesure de toute chose, et c'est très important, car c'était des démocrates. Pour Aristote, et pas les autres d'ailleurs, et en particulier pas Platon, et pour Aristote, tous les hommes ne sont pas également capables de devenir prudents. Il faut qu'ils soient bien nés, qu'ils aient une bonne nature, il faut qu'ils aient reçu une bonne éducation, et surtout, il faut qu'ils aient eu assez d'expérience dans un contexte favorable, c'est-à-dire dans une famille ou dans une cité bien gouvernée. Donc il y a un cercle entre le prudent et la société capable de le produire, mais ce cycle commence par la cité. Tout ça, c'est effectivement Aubin. La prudence présuppose la cité, donc elle ne permet pas par elle-même de la construire, même si elle permet à un État bien constitué de durer grâce au bon sens de ses gouvernants. Hein. Donc, vous voyez que c'est la cité bien gouvernée qui est le point clé. Le prudent est produit par la cité bien gouvernée et se prolonge grâce au prudent. Alors, marketing ou sophistique? Revenons à notre point. Eh bien, vous voyez que c'est lié à une société bien gouvernée. Et on verra, et donc là je rentre dans la question de la taille. Parce que je vais définir la société. Voilà, là je rentre dans un raisonnement de définition, plus ou moins axiomatique. Enfin, je définis la société contemporaine comme un système de résolution de conflits. Voilà, c'est une manière de définir une société, c'est un système de résolution de conflits. Autrement dit, je m'intéresse, et je crois que c'est important, parce qu'on a énormément par les temps qui courent, avec la rhétorique et tout ça, on s'intéresse beaucoup à la convention, comment les gens se mettent d'accord. Et du coup, on s'intéresse à l'accord, comment on y arrive, etc. Et moi, je me suis toujours intéressé au cas où on n'arrive pas à l'accord. Bon, et qui est le seul qui m'intéresse, parce que pour le reste, les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Si ça marche bien, si le feedback est positif, on n'appelle pas le consultant. Enfin, c'est toujours dans le négatif que quelque chose devient important. En tous les cas, c'est un cas limite intéressant qui est le conflit qu'on ne peut pas résoudre. C'est là qu'il y a un problème qu'il ne faut pas laisser de côté. Alors si je considère une société bureaucratique moderne, c'est-à-dire à la fois bureaucratique et démocratique. Alors bureaucratique, ça veut dire 10 000 personnes s'adressent à 10 millions de personnes. Ça c'est l'idée, je dirais, simple de démocratie, un nombre assez important de gens, donc vous voyez la taille, qui s'adresse à un nombre encore plus important de population. La démocratie, ça veut dire que tout le monde peut s'adresser à tout le monde librement, et je dirais tout le monde peut objecter à tout le monde librement. Donc la définition minimum de la démocratie, c'est tout le monde a le droit de poser une question, une objection à tout le monde. Pas plus, mais déjà ça. Et a le droit d'obtenir une réponse. D'accord? Alors à partir de là, on voit bien que potentiellement, entre 10 000 et 10 millions, déjà, on a plus de 100 milliards d'interactions. Ce qui est beaucoup. Et à partir de là, la question devient, par quel miracle l'action collective est-elle possible? Comment se fait-il, si les gens sont démocratiques, libres, etc., que des entreprises, des gens puissent coopérer? Et donc, il faut répondre à cette question. Alors, l'idée, c'est de dire, pour que ça marche, il faut que dans 99% des cas, il n'y ait même pas de question. Ça serait trop.
Et voilà. Donc je vais éliminer ces cas-là. Et il reste encore plus d'1 milliard d'interactions, c'est beaucoup. Alors, mais là, par contre, c'est intéressant, parce que le premier, je ne peux pas l'étudier. Si je suis un peu kantien, si, en termes épistémologiques, je ne veux étudier que les phénomènes, ce n'est pas un phénomène, puisque les gens ne posent pas de questions, pour moi. Mais là, ça va être des phénomènes, puisqu'ils posent des questions. Et là, l'idée, c'est qu'il faut que dans 99% des cas, l'interaction soit du style « pourquoi ? Parce que ». Pourquoi ? Parce que. C'est-à-dire qu'immédiatement, les gens reconnaissent la réponse comme acceptable. Et là, ça devient très intéressant. Parce que l'idée, c'est de dire à quelles conditions des millions de personnes, dans des millions de circonstances, vous voyez que la taille s'apprend, peuvent reconnaître immédiatement une réponse, comme un, décrivant bien l'action en question, et deux, disant qui a raison et qui a tort. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Et l'idée, c'est que, alors, je rejoins sur la littérature managériale, ce qui est très important, c'est Barnard, quand il dit « l'autorité ne réside pas dans la personne d'autorité, mais dans la personne qui reçoit l'ordre ». Autrement dit, pour que ça marche, il faut que les gens aient dans leur tête, on peut dire quelque chose qui est une idéologie, des symboles partagés, qui leur permettent immédiatement de reconnaître l'énoncé relatif à l'action comme décrivant l'action, comme juste, et comme adéquat, et comme positif ou négatif. Donc il y a nécessité de l'existence d'un système simple, j'ai même extraordinairement simple, de symboles partagés. Cette définition n'a rien d'original, c'est la définition de Talcott Parsons. Une société, c'est un système de symboles partagés. Beaucoup de ces choses-là se connectent, heureusement, avec beaucoup de littérature. Ça n'a rien de singulier, heureusement. Donc ce système de symboles partagés. Bon, ensuite, il reste quand même plus de 10 millions d'interactions. Là, on va rentrer dans une négociation, ça veut dire quoi ? On va échanger. On a le temps, on va dire, non, si c'est pas ça, j'essaye une autre phrase, puis une autre phrase, puis une autre phrase, jusqu'au moment où on va être d'accord. On va se mettre d'accord, on va signer sur la phrase en question. Mais quand au bout d'un certain temps, on n'est toujours pas réussi, faut pas oublier une chose, c'est très importante, qui est anthropologique, tout ça est anthropologique, à tout égard, on pourrait y revenir. C'est vraiment moderne, mais enfin, bon. Mais en particulier, au bout d'un certain temps, je n'ai pas le droit de taper sur la personne qui objecte. C'est-à-dire, ça c'est Max Weber, l'État a le monopole de la violence légitime. Bon. Et donc là, on est vraiment dans un univers moderne, et du coup, puisque je n'ai pas le droit de taper dessus, eh bien, je suis obligé de faire intervenir le juge, qui dispose d'un système, le droit, qui est un système de symboles obligatoires, qui dit qui a raison et qui a tort. Donc vous voyez que ce que je viens de décrire n'est peut-être pas vrai, mais c'est obligatoire. C'est la logique du système de résolution des conflits dans un état de droit. Alors, vous voyez aussi, et j'ai appelé ça, ce système de symboles, j'ai bien aimé l'appeler une phénoménologie normative du sens commun. C'est-à-dire que ce qu'il s'agit d'étudier, c'est pas comment les gens perçoivent les choses, on n'est pas à les sondages d'opinion, rien à faire à ce niveau-là. Mais c'est, au contraire, phénoménologie, c'est comment les choses apparaissent, mais c'est pas comment elles apparaissent, c'est comment elles doivent vous apparaître. Normative, du sens commun, en tant que vous appartenez à un collectif donné. Par exemple, si nul n'est censé ignorer la loi, même si je ne la connais pas, je suis censé la connaître. Donc le droit est pour moi une phénoménologie normative du sens commun. Et c'est ça que j'étudie. Vous voyez, et à partir de là, ça devient assez simple, puisque je peux prendre les choses. C'est pour ça que les institutions, c'est important. C'est évidemment la notion d'institution, on pourra revenir là-dessus, mais je n'ai pas le temps de développer beaucoup plus. Et vous voyez que là, ce qui est intéressant, c'est que, et je veux le souligner, c'est qu'on a affaire à deux niveaux de culture. D'un côté, on a ce qui permet de résoudre les problèmes, ce qu'on est supposé savoir, je vais appeler ça la culture savante, par exemple le droit, et tout ce qui permet de fonder le droit, etc. Mais il y a une culture implicite, qui est justement celle que je n'ai pas étudiée. Alors pourquoi je la souligne ? Parce que vous allez voir qu'en conclusion, c'est une chose que j'ai commencé à élaborer il y a 20 ans à peu près, parce que jusque-là, j'ai trouvé un moyen de traiter de cette culture implicite. Et donc, c'est là-dessus que j'insisterai en conclusion. Alors, vous voyez que je distingue bien phénoménologie normative de la phénoménologie normale, de la phénoménologie subjective singulière. Chacun voit les choses comme il les voit, c'est son droit. Local, on peut avoir des cultures locales et des manières locales de se représenter, mais il y a une phénoménologie normative du sens commun, globale, qui s'impose à nous tous, à un moment donné, tant que le droit tient. Alors, ces symboles partagés, là je vais aller très très vite, vous voyez, ça fait partie des deux sections où je vais aller vraiment vite. Je les cherche chez Weber,
qui dit il y a 3 types d'autorité légitime, charisme, tradition, raison. Je vais vite. L'idée, c'est que pour avoir un système de ce genre, il suffit de partir d'une cosmologie, il faut partir d'une représentation du monde, dans lequel il y a une dichotomie qui sépare l'origine du pouvoir légitime du lieu d'exercice de pouvoir légitime. Oui, le système est très simple. Si je sais quel est le lieu d'origine du pouvoir légitime, eh bien, il suffit que ce qui est à droite obéisse à ce qui est à gauche. Et on a un critère très simple. Donc vous voyez que le charisme, c'est séparation sacré-profane, le profane se soumet au sacré. La tradition, c'est culture-nature, la nature doit se soumettre à la culture traditionnelle, donc ce que nous donnent les professeurs ou les prêtres. Et le rationnel légal, c'est une culture qui est soumise à la nature. Par exemple, l'entrepreneur est un être culturel, il est légitime s'il est soumis aux lois de la nature, qui sont les lois de l'économie politique. Et évidemment, pour voir une dichotomie, il faut des lunettes spéciales. Autrement dit, si vous n'avez pas la foi, vous ne voyez pas le sacré, si vous n'avez pas le respect, vous ne voyez pas la culture traditionnelle, et si vous n'avez pas la science, d'où notre sujet, science de gestion, et c'est pour ça que la science est si importante, eh bien, vous ne voyez pas la nature en tant que suit des lois de la nature. L'histoire là-dedans, alors c'est les métarécits, hein, ce que Lyotard rappellera les métarécits. L'histoire, c'est 1789 où on remplace charisme tradition par le rationnel légal. C'est aussi la situation actuelle de crise, de confusion du sacré, de crise de légitimité, et là je vais très vite. Crise des métarécits, disait Lyotard, qu'il a appelé postmodernité. Personnellement, j'ai toujours préféré parler de crise de la modernité, car dire postmodernité, ça supposait le problème résolu. Je ne voyais pas comment ça résolvait la crise. Je veux dire, donc c'était gentil, c'était optimiste, mais ça, cette dénégation de la difficulté, c'est ce qui est justement... Il est prudent de dénier la difficulté. Hein. C'est peut-être pas sage, mais c'est prudent. Je ne sais pas comment dire. On peut s'en mêler les pédales avec ça, de savoir qu'est-ce qui est prudent et qu'est-ce qui est sage, entre reconnaître ou ne pas reconnaître une difficulté. Voilà. Donc, évidemment, quand il y a crise, eh bien, on ne peut plus partir d'un métarécit, donc on va partir des croyances. On va dire à quoi crois-tu, un peu à la foi, un peu au respect, un peu à la science. Donc, ethos, pathos, logos. Je fais un paquet cadeau, je demande à quoi tu crois, j'en fais un paquet cadeau, je te le propose. Je fais du marketing, hein, c'est ça, étude de marché, proposition. Et deuxièmement, c'est la définition de la rhétorique suivant Aristote. Un argument qui utilise 3 types d'argumentation, logos, qui correspond à la raison, ethos, qui correspond plutôt à la tradition, et pathos, qui correspond au charisme. Alors, l'histoire, là aussi je vais très vite. En France, la norme obligatoire, c'est le droit, et c'est comme ça que dès 1977, j'ai pu écrire un article qui s'appelait « Crise de légitimité dans les grandes organisations ». Il suffisait de lire le droit public, où c'était marqué que la séparation publique-privée, que vous connaissez bien, a 3 périodes. Puissance publique, légitimation par l'origine du pouvoir. Service public, légitimation par la finalité du pouvoir. Crise du critère, légitimation par les méthodes du pouvoir. Parmi les méthodes, le management, bien sûr. Alors vous voyez qu'on passait d'un non-pragmatisme. Le premier, c'est l'origine, c'est le statut de l'acteur qui définit si on est public ou privé. Le deuxième, c'est la fonction, la finalité. C'est donc un pragmatisme modéré qui correspond d'ailleurs au positivisme d'Auguste Comte, c'est-à-dire bon, on verra ça un tout petit peu plus en détail. Et puis enfin, le pragmatisme radical, où c'est les modèles de pouvoir, c'est la technique elle-même qui définit cette distinction. Alors, pour reprendre, vous voyez que à cette histoire du droit correspond une histoire de la science. Et alors c'est assez amusant parce que les lunettes de la science, elles voient l'action. Et l'action, on peut la définir phénoménologiquement comme un changement dans l'apparence en tant qu'on réfère à une cause. Et si on le définit comme ça, on s'aperçoit qu'il n'y a que 3 façons de légitimer une action, à définir ainsi, qui correspondent aux 3 périodes. Première période, la cause est légitime, donc l'action est légitime. Je suis soumis à la même visite du marché, c'est la nature, quoi qu'il arrive, c'est bon. Donc, voilà. C'est non pragmatique, c'est une légitimation par l'origine du pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça correspond au transcendantalisme kantien, puisque les lois de l'économie politique, Adam Smith et Jean-Baptiste Say, se disent newtoniens, et l'épistémologie de Kant c'est l'épistémologie de Newton, et elle correspond au transcendantalisme, c'est-à-dire au fait que chacun a accès aux mêmes lunettes, en quelque sorte, voire aux mêmes catégories a priori de la perception. Dans la physique, c'est le temps et l'espace, dans l'économie, c'est les prix et les quantités. Et puis, vous voyez que ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'artificiel. Newton dit « je ne feins pas d'hypothèse ».
Donc, et évidemment, il n'y a pas de confusion nature-culture, puisque c'est parfaitement séparé. Il n'y a pas de place pour l'opinion, puisque tout le monde a accès aux lunettes, aux catégories a priori de la perception. Donc, et dans la science, donc il n'y a pas de rhétorique, puisque la rhétorique, c'est la technique qui a à faire avec l'opinion. Donc c'est l'artefact qui a à faire avec l'opinion. Donc on voit que dans cette période-là, il n'y a pas de rhétorique, et la rhétorique sera mise à l'écart d'ailleurs, et disparaîtra des enseignements, en particulier en France, mais de toutes les manières, progressivement, sauf en Amérique, justement, comme le dira Perelman, mais en tous les cas en France, en Belgique un peu plus tard, etc. Deuxième période, puis si la confusion s'installe entre la nature et la culture, à ce moment-là, il faut légitimer par le changement dans l'apparence, et là, il y a deux cas. Ou bien il y a un consensus sur la mesure, et ce sera un pragmatisme limité, modéré. C'est fondé par Auguste Comte, alors on a plusieurs sciences, et alors, je dirais que là, je vais très vite, il y a l'artificiel dans la science. Comte dit que la mesure, que les mathématiques sont plus utiles en tant qu'outil, utiles aux sciences plutôt que comme science ayant des résultats propres, donc l'artifice est dans le truc. Et l'opinion est nécessaire, puisqu'il y a des spécialistes, donc il y a des non-spécialistes, et la façon dont le spécialiste communique au non-spécialiste ce qu'il sait, ça s'appelle la pédagogie, et c'est une rhétorique dominante à cette période. Enfin, troisième période, pragmatisme radical, c'est après 45, grosso modo, d'après notre analyse, 45-60. Il n'y a pas de consensus sur la mesure, là, il faut légitimer par les méthodes, mais quelles méthodes? Eh bien, les méthodes qui seront acceptées par celui à qui on s'adresse. C'est-à-dire, sera méthode légitime, toute méthode qui aura... Il faut considérer la méthode elle-même comme une action, pragmatisme radical, et sera une méthode légitime, toute méthode qui sera considérée comme telle par celui auquel on s'adresse. Le système s'appelle « prête-moi ta montre et je te dirai l'heure ». Système qui marche très bien dans des limites. Et c'est ça les limites du pragmatisme auquel on veut faire allusion, et le fait de savoir si la prudence peut tenir jusqu'au bout. Donc l'artificiel là est partout, l'opinion est partout, et donc la rhétorique est partout, et ça, ce serait la suffisance. Alors, la question se pose, mais quand même, pourquoi aujourd'hui, admettons que le fait que Baptiste m'ait invité signifie, et que le livre soit republié, il y a d'autres signes, qu'on pourrait peut-être être obligé de parler de sophistique aujourd'hui, alors en tous les cas, ce serait moins interdit ou moins bloqué que ça ne l'a été. Pourquoi? Parce que tant qu'on peut faire comme si on était aristotélicien, on le fait. On utilise un simulacre en quelque sorte, on fait comme si, c'est ce que j'appelle le quasi-positivisme. C'est Herbert Simon. C'est-à-dire, avec la cybernétique, on fait comme si c'était déterministe. Comme si le critère n'était pas la satisfaction, satisficing, de celui qui reçoit le modèle. Comme si ça n'était pas une simulation, etc. Donc, et ça marche très bien. Les gens, c'est-à-dire on fait avec les ronds et les flèches, comme on le faisait avec des systèmes, disons, des systèmes clos hiérarchisés. On pourrait revenir là-dessus. Donc, tant que c'est possible, on le fait, et puis arrive un moment où c'est plus possible. Et à ce moment-là, il y a une crise, et le rhétorique est partout. On est obligé je dois dire que le mot crise, que j'ai trimballé pendant longtemps, et souvent avec toutes les objections qu'on trouve encore chez Revaud-Dallon récemment, etc., on exagère avec le mot crise, car les gens ne sont vraiment pas clairs avec ça. Aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir rien sans que le mot crise commence. Économique, politique, etc. Alors si vous faites des relevés de mots dans la presse, je pense que vous verrez ça sans problème. Bon, donc désormais la crise, ce qui fait que d'ailleurs le fait de parler de crise, bah oui, quoi. De quoi s'agit-il? C'est là où ça devient difficile, on est obligé de ramer pour dire oui, mais ça a un sens qui est effectivement lié à une histoire, et peut-être une histoire encore plus longue. C'est notre propos. Donc éviter crise, et donc la prudence, c'est d'éviter la crise, la sophistique et l'incertitude aussi. On pourrait montrer à quel point l'incertitude est quelque chose qui a été mis de côté. Eh bien, ça ne marche plus, d'où le fait qu'on introduit désormais le principe de précaution. Et je veux simplement dire en un mot que la précaution, c'est tout simplement la prudence de l'imprudent. C'est-à-dire, parce que si la prudence en parenthèse est devenue importante en France, dans le management dans les années 90, tout le monde s'est mis à parler de prudence, ce qui ne m'a pas tellement convaincu. Et maintenant, on parle de précaution par rapport aux risques majeurs, etc., mais en pensant que la précaution, c'était une manière de s'en tirer. Et le principe de précaution, c'est la prudence dans l'imprudence, parce que si la prudence suffisait, et vous voyez que la crise de légitimité, c'est bien la crise de la cité bien gouvernée.
Si la cité n'est pas bien gouvernée, comment avoir des prudents? Et comment avoir des... Donc, la crise du système de légitimité rend impossible la constitution, suivant Aristote, même dans l'analogie, de ce que serait un prudent. D'où le... J'essaie de continuer. Alors, justement, je voudrais arriver là, au 7e point, qui est celui auquel je voulais arriver, parce que c'est plus nouveau pour moi. Et prudence et sens commun, donc, et l'idée, c'est de m'intéresser à la première chose, la culture implicite. Comment traiter ça? Alors l'idée, c'est de reformuler la notion de système de légitimité d'une manière plus structurelle, en disant que vous voyez que le système de légitimité doit être très simple. Le minimum, c'est deux principes. Je crois que je ne peux pas faire en dessous. Un seul principe serait trop peu. Pour une raison qui m'échappe, mais ce serait trop peu. 2, ça commence à être bien. 3, ce serait presque trop peu. Donc 2 principes. Un principe métaphysique et un principe anthropologique. Alors le principe métaphysique, c'est un principe très facile à définir, parce qu'il est formel, il est explicite, et il définit quelque chose que personne ne voit. Ça peut être Dieu, ça peut être la nature. Donc ça, c'est un principe métaphysique. Le principe anthropologique, c'est le contraire. C'est pour ça que c'est important de définir le principe métaphysique d'abord. C'est-à-dire que c'est un principe informel, implicite, je dirais même tabou. Il ne faut jamais l'expliciter. On va voir pourquoi. Mais il est évident pour tous. Alors, pour qu'on puisse entrer en interaction, il faut qu'on ait du commun. Et si on se met à discuter du commun qu'on a, eh bien, ça ne commence jamais. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de la négociation de la paix avec le Vietnam, il y a eu 6 mois de négociation sur la forme de la table. Bon, ça peut aller très loin. Avant de commencer, en fait, ça va à l'infini. Hein, il y a une régression à l'infini si on n'a pas un point de départ assuré, commun, qui permet de dire c'est toi, c'est moi. On a un horizon de discussion commun, un horizon de choses possibles communes à discuter. Donc, ce principe anthropologique qui décrit le monde commun, en quelque sorte, le monde des événements possibles, le principe métaphysique, il intervient pour dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Donc vous voyez un qui est complètement implicite, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, en quelque sorte, et puis le principe métaphysique, c'est ce qu'on a développé avec le droit, la science, etc. Pour aller plus loin. Donc c'est la philosophie qui l'exprime directement. Alors, le problème, c'est que, évidemment, dans la réalité, les actions là, que j'ai représentées par des étoiles, disons que j'ai une manière un peu vilaine de parler d'empirisme en disant que la réalité, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, si on a une règle qui doit être respectée, le principe métaphysique, par exemple la nature, respecter la nature, les actions sont toujours un peu à côté. Mais quand on a étudié la régression, on sait qu'il est tout à fait possible de représenter des points qui ne sont pas sur une droite par une droite, qu'ils sont supposés représenter. Donc c'est ça qui se passe. Seulement, au fur et à mesure, et ça c'est le côté un petit peu dialectique, un peu quasiment hegelien des choses, au fur et à mesure, il devient de plus en plus difficile de considérer que la droite représente bien les points, parce que à force enfin, si ça s'écarte, si ça converge, c'est une chose. Et donc il y a une crise. À partir de ce moment, il y a une crise, on ne peut plus accepter que c'est bien une représentation. Et là, on voit qu'il y a 2 types de crises possibles. Il y a une crise dans le système de légitimité, c'est quand je peux reformuler le principe métaphysique sans thématiser le principe anthropologique. Donc, la sécurité de nos rapports existe toujours, mais on a un nouveau principe. Quand je passe de Kant à Comte, je suis toujours dans le rationnel légal, et le présupposé anthropologique, qu'on n'a pas thématisé encore, est supposé être le même. Et puis, au bout d'un certain temps, c'est plus possible, on a une crise du système de légitimité, et ça, donc vous voyez qu'historiquement, ça correspondrait à 1899-1900, et là, 1945-60. Le droit fonctionnant le long de ça. Alors, je pourrais aller très vite, pas prendre trop de temps, je pourrais évidemment... je vous montre, j'espère, de manière... J'illustre comment ça peut fonctionner. Si je prends ces trois cas, qui sont la France, l'Angleterre et les États-Unis, qui sont 3 États qui ont comme caractéristique d'avoir fait des révolutions modernes depuis le XVIIIe siècle, hein, le XVIIe, XVIIIe. Donc, ça c'est leur caractéristique. Donc, vous voyez qu'il y a 3 principes de légitimité dans le monde moderne: charisme, tradition, raison. Alors, la France a la particularité d'avoir supprimé le charisme, la tradition et gardé la raison. C'est ça le principe. L'Angleterre, elle a, en guillotinant Charles Ier et en devenant
elle a coupé ses liens avec le charisme, et elle a gardé la tradition et la raison. Et puis les États-Unis, en coupant avec l'Angleterre, ils ont coupé avec la tradition, mais ils ont gardé le charisme et la raison. Et vous voyez que là, on voit qu'à chaque fois, on a besoin de deux principes. L'Angleterre a un principe. Tout le monde a la raison, parce qu'on est dans le monde moderne, et tout le monde fonctionne avec la science, etc. Donc les principes métaphysiques sont les mêmes, j'ai envie de dire. Mais les principes anthropologiques ne sont pas les mêmes. Pour l'Angleterre, pour l'Amérique, c'est le charisme, pour l'Angleterre, la tradition, et pour la France, la raison. Donc la France est doublement liée à la raison, une fois comme principe métaphysique, et une fois comme principe anthropologique. Alors, vous voyez que si je considère le souverain, vous voyez que le souverain dans la France, c'est le peuple, l'Angleterre, c'est la couronne, et l'Amérique, c'est we the people. Hein, maintenant, si j'essaye de prendre... Qu'est-ce que c'est qu'un principe anthropologique? Principe anthropologique, vous voyez, comme pour le chercher, c'est là où il y a une méthode, si vous voulez, qui est un peu pilotée, mais enfin, une méthode quand même. Elle consiste à dire, c'est une phrase. Là, vous voyez, c'est un principe, c'est dire, c'est une phrase. On peut tout à fait discuter ça. Tout est discutable, bien sûr. Enfin, c'est un jeu, en quelque sorte, qu'on peut essayer, qui consiste à dire, une sorte de jeu de société, qui consiste à... La science sociale peut être un jeu de société réussi, en quelque sorte. On peut dire que cette phrase, elle doit être telle que tout le monde la connaît et personne ne la comprend. Et là, on est dans le principe anthropologique. Bon, on a bien le commun. Alors, pour la France, évidemment, c'est les Français sont cartésiens. Tout le monde... D'ailleurs, il a évoqué Azoulay sur les rapports, c'est exactement au moment de la crise en question, Azoulay écrit un livre sur la tradition, le rôle de Descartes dans l'histoire de la pensée en France. C'est un livre qui m'avait beaucoup frappé de ce point de vue-là. Bon, alors, ces Français sont cartésiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous, comme principe anthropologique. Et alors là, on continue le jeu. L'idée, c'est de dire, ça veut dire que je pense, je suis, qui est une phrase qui pour tout le monde n'a aucun sens, tout le monde, sein d'esprit, n'a aucun sens. Descartes le dit le premier, je pourrais être fou, je pourrais être délirant, je pourrais rêver et dire la même phrase. Bon. Donc il faut que je rame beaucoup, il faut que j'ajoute un Dieu qui n'est pas de vilain génie pour que ça marche. Donc vous voyez que le dispositif qui permet de soutenir que je pense, je suis, est quelque chose de solide, n'est pas négligeable. Mais ça veut dire que si les Français sont cartésiens, qu'ils partagent une proposition dogmatique relative à la psyché, une sorte de psychologie dogmatique qui est l'être humain, et le français en particulier, est capable, par la seule force de son esprit, d'atteindre à la vérité par les règles de la logique, en fonction de l'ordre des raisons. C'est ce qui fait d'ailleurs que les autres considèrent qu'on est très arrogant. Bon, c'est très important du point de vue du rapport entre cultures, et de comprendre comment on ne se comprend pas en termes d'argumentation. Donc ça, c'est les Français sont cartésiens. Donc il y a une psychologie dogmatique. Entre parenthèses, c'est tellement vrai, comme exemple de vérification, quand il y aura une crise, c'est Auguste Comte qui va intervenir, c'est-à-dire un sociologue anti-psychologue. Pour lui, la psychologie sera sophistique, il dira, c'est le sophiste. La psychologie sophistique, c'est clair et net. Je ne veux pas développer ça, on n'aura pas le temps. Deuxièmement, alors les Anglais, j'ai trouvé la phrase, c'est « On y soit qui mal y pense ». On y soit qui mal y pense, c'est sur les armoiries de l'Angleterre, donc je suppose que tout Anglais connaît cette phrase. Mais j'ai remarqué que peu savaient ce que ça voulait dire. J'ai fait une enquête, je n'ai pas passé beaucoup de temps, mais chaque fois que je pouvais poser une question, ça a mis à peu près 2 ans pour que, de temps en temps, comme ça, avec une curiosité, je n'ai pas fait ça du tout de manière... On me dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors j'ai fini par découvrir, enfin, ce qu'on pouvait connaître, qu'on cultivait, mais moi j'ai simplement essayé petit à petit. Bon, finalement, ça renvoie à une scène au XVIe siècle. Il y a un prince, un roi, qui est à la cour, une dame perd sa jartelle, le prince se baisse, monte la jartelle, remonte la jartelle, se tourne vers les courtisans et dit « On y soit qui me dit ». Très bien. Alors ça, il y a un truc que je n'ai jamais compris, puisqu'il y a un psychanalyste, il faudra qu'il m'explique, le rôle de la jartelle avec l'Angleterre. C'est le jour où j'aurais compris ça, j'aurais compris quelque chose à l'Angleterre, parce qu'il se balade avec l'ordre de la jarretière, c'est quand même pas mal. La toison d'or, je comprends, la jarretière, j'ai plus de mal, mais ça doit avoir un sens. Alors c'est apparemment lié à ça, je ne sais pas. Alors, on y soit, ce serait extraordinaire que ce soit lié à ça. On y soit qui mal y pense, qu'est-ce que ça veut dire? Pareil.
Alors, je me suis dit, c'est la formule de la tradition. Ça consiste à dire, du moment que c'est un gentleman, circuler, il n'y a rien à voir. Tout est dans l'ordre. Autrement dit, c'est une sociologie dogmatique. Tout le monde voit la chose de la même manière. Et d'une certaine manière, et comme on doit les voir. Bon. Et donc, ce qui permet aux Anglais d'être très original. En français, on peut être plus coincé qu'eux, parce que, je veux dire, justement, si on est un gentleman, on peut avoir beaucoup d'excentricité, on y soit qui mal y pense, du moment qu'on est gentleman et qu'on est conforme à la tradition. Donc vous voyez que c'est une sociologie dogmatique. Entre parenthèses, quand il y aura une crise, ce sera John Stuart Mill, qui est un psychologue et un économiste, et qui est l'équivalent, le correspondant de Comte. Donc on voit bien que ça colle un peu dans cette espèce de dualité. Et les États-Unis. Les États-Unis, j'ai trouvé common sense. Alors je dois dire que les États-Unis, je suis tombé dessus en visionnant à la télévision un film avec Duke Ellington en 1955 dans le Waldorf Astoria, et où Duke Ellington disant qu'il n'a pas le droit d'aller prendre un verre au bar. Pour un Français, l'idée qu'en 1955, on pouvait Duke Ellington, donc même suivant les critères américains, riche, célèbre, et en plus une musique d'une sophistication hallucinante. Duke Ellington, c'est un disciple de tout ce qu'il y a de Chopin, de tout ce qu'il y a de pianistique dans le monde, enfin, et qu'il ne puisse pas aller au bar. C'est ça le truc qui est évident. Hein. C'est évidemment la question noire, c'est la ségrégation, on peut dire les Indiens aussi. Hein. C'est des choses qu'on ne voit pas. Et c'est au fond la question de la communauté. Et le common sense, et le common sense, c'est justement la communauté, c'est implicite. Alors ça marche. Donc l'idée, alors common sense, c'est aussi le bouquin de Paine, hein, mais je passe en disant comment ça marche. Eh bien, le common sense ou la communauté, on voit bien que l'idée, c'est que le cœur, c'est la séparation sacré-profane et pas la séparation nature-culture. Et qu'on voit bien que de ce point de vue-là, contrairement à ce qu'on pense, l'individualisme américain est public. L'individu, c'est du point de vue public, mais on voit bien que du point de vue privé, il est extrêmement holiste et extrêmement collectif. On a beaucoup, enfin, je veux dire, il appartient à une parish, il appartient à une communauté, et cette dualité est tout à fait évidente. Alors, si vous voulez, alors je prends un moment de la crise, ça doit être en 2000, 2002, mais vous voyez quand Fortune dit qu'il y a une crise de système, c'est très intéressant parce que les Américains sont supposés ne pas aimer l'esprit de système, l'esprit trop totalisant. Si Fortune dit que le système est en crise, je me disais, c'est comme si, point de vue image du monde, disait qu'il n'y a plus d'aristocratie. Vous voyez, c'est vraiment, symboliquement, c'est quasiment impossible autrement. Et donc, alors je voulais simplement, pour conclure, parce que je ne veux pas conclure en 2 minutes, je pourrais revenir sur les points. J'ai travaillé sur l'histoire de l'iconographie des billets de la Banque de France, d'Angleterre et d'Amérique, avec ça comme hypothèse. Et si vous prenez les billets américains, vous voyez qu'il y a toujours le charisme, c'est-à-dire dans presque tous les billets depuis le début, il y a toujours quelqu'un avec un nom dessus, alors que les billets français et anglais, il n'y en a pas, quasiment pas, avant 1960, en France avant 1942, à peu près 40, 39, quelques-uns, mais c'est vraiment à partir de 45, évidemment de 50, c'est des figures, sinon il n'y a personne, etc. Je pourrais vous montrer, en Amérique, il y en a tout le temps. L'aspect charismatique est là, déjà. Mais quand vous passez en 54, ça c'est avant 54, quand vous passez, quelle est la différence? C'est In God We Trust. Et vous voyez bien que In God We Trust, c'est la confusion du sacré et du profane. Or, le Wall of Separation, si vous regardez l'histoire de la séparation sacré-profane, elle était implicite justement au XIXe siècle. Elle devient explicite à la fin du XIXe quand, après une campagne pour obtenir un amendement pour séparer de la séparation de l'Église et des Églises et de l'État, qui échoue, la Cour suprême interprète le Wall of Separation comme étant, comme signifiant la séparation de l'Église, des Églises et de l'État. Et là, on voit bien que ça ne marche plus. Et c'est 54, c'est-à-dire juste après Little Rock, juste après les problèmes liés aux droits civiques. Alors maintenant, et ce qui est amusant, c'est que si vous regardez les tout derniers billets, vous voyez, regardez ce qui arrive à ce personnage, il dépasse le cadre. Alors ça m'amuse parce que quand j'ai regardé les billets français de l'entre-deux-guerres, quand il y a un dieu, alors ça,
je renvoie à nos spécialistes de la mythologie, quand il y a un dieu, il dépasse le cadre. Donc, visiblement, il y a quelque chose, le charisme fait vraiment défaut. Hein. Voilà. Alors, je voudrais maintenant, et c'est mes derniers mots, hypothèse de travail. Parce que ça, je voulais présenter quelque chose qui pour moi est une hypothèse de travail. Récemment, donc c'est une anecdote, récemment, pas très loin, oui, effectivement, j'étais chez un ami au Danemark, que vous connaissez peut-être, sans doute, Dominique Bouchet, qui est un professeur de marketing, et qui s'intéresse beaucoup aux questions d'épistémologie, de sciences sociales, etc. Et il se trouve qu'il aime beaucoup Castoriadis, qu'il connaît bien, qu'il connaissait bien. Et moi, je lui disais que j'avais beaucoup de respect pour Castoriadis, aucun problème. Enfin, dans mon esprit, ça ne faisait aucun doute que c'était quelqu'un d'intéressant, mais que personnellement, ça ne m'intéressait pas beaucoup. J'avais évité. Pourquoi? Pour une raison a priori évidente. Je ne dis pas que j'ai raison, hein, je dis mon attitude. Comme je m'intéresse au symbolique, ben, l'imaginaire, c'est quelque chose qui ne me fait pas beaucoup, qui ne m'évoque pas, enfin, que j'évite plutôt. Je ne dis pas que c'est bien, c'est une méthode, c'est un chemin. Et et tout d'un coup, alors, pour remonter à l'histoire, et puis j'étais chez lui, et puis je me suis dit, mais finalement, alors je vous dirai pourquoi j'en suis arrivé là, je me dis, mais finalement, et si ce que faisait Castoriadis en tant que grec, et c'est vraiment important pour lui, c'était pas justement de trimballer la notion d'imaginaire grec dans le monde, comme étant le fondement, et là on retrouve la cité antique, il faut revenir, non pas comme Heidegger, à l'être, à la conception de l'être, mais à l'imaginaire propre à la mythologie grecque, à l'univers de la cité. Et je me suis dit, et si ça avait un rapport avec le principe anthropologique de la Grèce? Et alors comment je suis arrivé et j'avais à ce moment-là une idée sur ce principe anthropologique. Comment? Ben, il y a un dialogue de Platon qui est bien connu, qui s'appelle le Cratyle, et ce Cratyle est très célèbre, et c'est une discussion pour savoir si le langage est une convention nomos ou bien naturelle. Et on parle beaucoup du cratilisme, etc. Bon, c'est très à la mode, c'est très... Bon, j'ai lu les commentaires, etc. Et c'est très intéressant, bien sûr, mais j'étais toujours so what, hein, je veux dire, parce que c'est un discours aporitique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de faire un discours sur le langage qui est aporitique? Et un jour, je me suis dit, bah, si c'est aporitique, ça a peut-être un sens. Et le sens, c'est que ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que pour un grec, le fait de savoir si le langage est naturel ou conventionnel n'est pas fondamental, puisque quelqu'un comme Platon peut accepter de terminer un dialogue sur le fait de dire allez-y, réfléchissez. C'est pas un problème de fond. Et à ce moment-là, je me dis, mais alors quel est donc ça veut dire que le langage, et effectivement, si le langage, c'est effectivement l'image, parce qu'on sait que l'écriture est arrivée après, etc. Idée, c'est l'image, c'est la forme. Et je suis tombé, pour je ne sais quelle lecture, sur la notion de Cora. Cora, c'est un terme qu'on trouve dans le Timée, et qui a été commenté surtout par Derrida. Et Cora, c'est justement, alors c'est difficile à exprimer, c'est l'entre-ouverture par lequel le monde se manifeste. Et donc, je me dis, peut-être que le Cora est le principe anthropologique de la Grèce. Et que c'est à partir de ce principe anthropologique qui lie à la question de l'image que Castoriadis construit sa pensée. Et à ce moment-là, je peux comprendre. Et imaginez-vous que je me lève la nuit avec cette idée, et je vais sur l'ordinateur, et je mets Google, et je mets Castoriadis, Cora. Et voilà ce que je trouve. Concealed Cora in the thought of Castoriadis. Hein? Concealed Cora, hein? C'est-à-dire la Cora cachée dans la pensée de Castoriadis. C'est exactement le statut que je donnais au principe anthropologique. C'est-à-dire présent et caché. Et comment? Qu'est-ce qu'il y a après Bastard? On a envie de savoir ce qu'il y a. Alors, si tu veux, Concealed Cora in the thought of Castoriadis, a bastard comment on the transregional creation. Mais bon, alors je dois dire que j'ai fini par lire le texte de Derrida sur Cora, et effectivement, en tous les cas, c'est un texte difficile, mais en tous les cas, je n'ai pas trouvé de contradiction. C'est-à-dire que Cora est effectivement ce mot présent-absent, essentiel, et en même temps
Bon, voilà. Donc, d'où, et je conclurai là-dessus, le projet, un peu de recherche, qui consiste à essayer de continuer. Alors, j'avais, grâce à Derrida, j'avais déjà utilisé, dans ce qu'il avait écrit, Heidegger et la question de l'esprit, j'avais déjà utilisé la notion de Geist, qui a exactement ce statut dans ce texte, qui est justement d'être à la fois... Heidegger dit qu'il ne faut pas prononcer ce mot, il faut le mettre à l'écart, etc. Et ça réapparaît de temps en temps, et ça paraît-il dans le discours de 33, ça réapparaît entre guillemets, etc. Enfin, c'est tout ce mot d'apparition-disparition. Évidemment, Geist, c'est Volksgeist, on imagine bien que ça peut savoir. Et ça me permettait, par exemple, de comprendre un truc. Alors, c'est très naïf comme façon de faire. Mais je me disais, voilà pourquoi on a besoin de Kant. Parce que l'idée, parce que justement, pour que l'esthétique transcendantale fonctionne, il faut que les individus séparés aient suffisamment de commun pour voir les choses de la même manière. Hein? Et cette idée de Geist, c'est l'idée d'un partage d'une part de l'esprit par des individus qui sont eux-mêmes séparés. Bon, voilà, j'arrête là, et je vous remercie.